En décembre, c'est le marathon du don de Radio Courtoisie. Alors, la mission première de Radio Courtoisie, déjà, c'est la défense des valeurs traditionnelles, de la vérité et de la liberté d'expression la plus absolue dans le respect de la loi. Et nous avons pour principe, comme devise, de réinformer. Alors, la réinformation, c'est un mot qui est passé dans le langage commun aujourd'hui, mais il a été forgé à Radio Courtoisie. La réinformation, qu'est-ce que c'est ? Ça n'est pas de la désinformation à l'envers, c'est le contraire de la désinformation. C'est-à-dire qu'on donne des faits vrais, et ensuite, on donne une interprétation qui, elle, est libre, mais encore une fois, l'exigence, c'est la vérité. Alors, si vous aussi, vous appréciez qu'on essaye de vous proposer autre chose que le robinet d'eau tiède des médias habituels, Oula, c'est tiède. si vous appréciez qu'on essaye d'approcher avec vous de la vérité, eh bien, participez à notre marathon du don. Donnez-nous les moyens de défendre vos idées. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr. Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau Libre Journal de la vie française, où, eh bien, nous allons retrouver nos chers étudiants Allô. Bonsoir à tous, bonsoir Laurent, les étudiants de l'ICEP. Absolument, de l'ICEP. Je vous laisse vous présenter tous les deux. Mathéo, vas-y. Bonsoir à tous, nous sommes les représentants du média étudiant lycépien. Ouais. Et nous vous présentons pour la troisième émission. Émission, absolument, et édition. La troisième émission de Parole lycépien. Et alors aujourd'hui, on reçoit quelqu'un d'un peu particulier, mes amis. Et oui, aujourd'hui nous avons la chance de recevoir Madame Marion Maréchal. Bonjour Marion. Bonjour. Bonsoir Marion. Alors c'est une très belle surprise. Enfin pour moi c'est pas une surprise, faut être honnête. Mais pour nos auditeurs c'est une très belle surprise puisqu'il y a quand même un lien très particulier avec l'ICEP. Bah, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire, voilà. L'école que j'ai cofondée et dont je vois aujourd'hui les fruits à travers cet écran. Donc, oui, c'est amusant, c'est sympa. C'est sympa, non, d'être interrogé par ces anciens étudiants. Ça me change de France Inter, c'est vrai. Voilà, absolument. Et a priori, je tiens à dire que quelle que soit la manière dont se déroule cette émission, ça ne jouera pas sur les notes finales. Hein. Sentez-vous libre. C'est ce qu'on dit, mais ça peut influer. Bon, et a priori, ça devrait être moins agressif que sur les autres radios. Bah, je l'espère, en tout cas. On espère. Radio Courtoisie a toujours été une radio où nous avons partagé un certain nombre de valeurs et d'objectifs communs relatifs à la défense des valeurs françaises. Donc voilà. Tout à fait. Alors, je vais essayer de me taire autant que faire se peut, Mathéo, mais tu me connais, ça va être difficile, je vais essayer de me contrôler. Donc, messieurs, bien que j'ai un grand plaisir à retrouver Marion Maréchal, chers auditeurs, eh bien, je vais essayer de me taire et de laisser la parole à mes chers étudiants. Merci Laurent. Je ne vais pas dire préféré parce qu'il y en a d'autres qui doivent m'écouter quand même. Même si on sait la vérité. Très bien. Alors du coup, bonsoir une nouvelle fois à tout le monde. Bonsoir Madame Maréchal. Bienvenue pour cette troisième émission. Marion Maréchal, merci à vous d'avoir répondu à notre invitation pour cette émission. On va rapidement vous présenter, même si vous êtes un peu... tout le monde vous connaît... normalement. Un peu. Vous avez été élu au mois de juin dernier député européen. Vous faites partie avec Laurence Trochu, Nicolas Bay et Guillaume Pelletier du groupe ECR, donc le groupe des conservateurs. Et vous avez récemment créé votre parti Identité Liberté. Alors nous reviendrons sur ce dernier point un peu plus tard dans l'interview. Mais du coup, pour commencer cet entretien, Madame Maréchal, nous aimerions parler d'actualité européenne. Et donc, nous avons remarqué que la semaine dernière, vous étiez en visite officielle à Tenerife, aux îles Canaries, avec la députée Anne Sicard. L'année dernière, vous êtes aussi rendu sur l'île de Lampedusa. Et donc, en regardant les images, on remarque qu'il y a une certaine ressemblance entre les deux situations sur les deux îles. Alors, on voulait savoir déjà comment s'était passé votre déplacement. Et une deuxième question, c'était quelles sont les réponses que l'Union européenne peut apporter face aux problèmes qui se... Oui, écoutez, vous avez bien rappelé les choses. C'est-à-dire qu'il y a un an de cela, je me suis rendue sur l'île de Lampedusa, qui est une île italienne et qui en fait avait été submergée par une invasion migratoire sans précédent, puisqu'il y a eu à peu près, entre de mémoire, 15 000 et 20 000 arrivées en quelques jours seulement, pour une île qui compte quelques milliers d'habitants. Donc une situation
sanitaires, économiques, humaines dramatiques, en particulier pour les populations locales. Et de fait, depuis quelques mois maintenant que Giorgia Meloni est arrivée aux affaires, elle a très largement durci les conditions d'accès au territoire italien. Elle a notamment mis au pas un certain nombre d'ONG pro-migrants qui, de fait, à travers un certain nombre de rapports qui en attestaient, avaient des liens particuliers avec les passeurs et donc facilitaient finalement ces arrivées de migrants. Elle a durci les conditions notamment de rétention dans les centres de rétention, elle a facilité les expulsions, enfin, bref, elle a obtenu un accord, d'ailleurs, elle a poussé l'Union européenne à signer un accord avec notamment la Tunisie et l'Égypte pour coopérer de manière beaucoup plus efficace sur la gestion justement de ces arrivées de migrants aux portes de l'Europe. Et la conséquence de cela, c'est que les flux vers l'Italie se sont taris, mais qu'en revanche, les flux vers l'Espagne ont explosé, et notamment à travers ces îles Canaries, dont Tenerife, qui est devenue la nouvelle porte d'entrée finalement des arrivées de migrants, et avec les mêmes conséquences humaines, économiques, sanitaires, sauf que cela se fait dans manifestement le dos des Européens, puisque personne n'est au fait véritablement de cette situation, et que l'Union européenne, depuis maintenant des mois, investit des dizaines de millions d'euros pour agrandir les capacités d'accueil des centres d'accueil de migrants là-bas et faciliter les transferts par centaines, voire milliers, si ce n'est dizaines de milliers depuis des mois, vers Madrid et Barcelone, et puis ensuite pour disperser l'ensemble de ces migrants sur le continent européen, et en particulier l'espace Schengen, puisque nous ne soyons pas dupes, la destination finale de la plupart de ces migrants, qui sont essentiellement marocains, il y a également des Maliens, des Somaliens, est la France. Francophone, évidemment. Donc, pour l'essentiel, tout à fait. Et donc l'objectif de mon déplacement là-bas, c'était d'alerter d'une part sur cette situation et de dénoncer ce qui y est pratiqué. C'est-à-dire que la solution à la crise migratoire, ça n'est pas d'investir des dizaines de millions dans le dos des Européens pour augmenter encore les capacités d'accueil, augmenter le flux des transferts des avions et faciliter la répartition vers les autres pays. C'est au contraire d'envoyer un signal de fermeté et donc de blocage en Méditerranée de ces embarcations, de retour vers les ports d'origine et d'expulsion immédiate. Combat d'ailleurs que nous avons en commun avec le parti politique Vox en Espagne, qui lui aussi lutte contre la répartition parce qu'il sait que ce serait un appel d'air supplémentaire. Et donc quelle est la réponse finalement de l'Union européenne possible sur ce sujet ? D'une part, c'est de continuer l'œuvre amorcée par Giorgia Meloni, c'est-à-dire multiplier en effet les accords migratoires avec les pays de départ pour qu'ils puissent gérer les flux en amont et donc limiter au maximum les arrivées clandestines sur le sol européen, dont on sait qu'elles sont très difficiles ensuite à faire expulser. Il faut également revoir le droit d'asile, parce que vous savez que le droit d'asile aujourd'hui est un droit européen, qui était une lecture beaucoup trop laxiste, et revenir à la lecture initiale qui est d'ailleurs celle de notre Constitution, c'est-à-dire celle des combattants pour la liberté, donc un nombre extrêmement réduit de personnes qui sont persécutées dans leur pays pour des raisons politiques et non pas quiconque aujourd'hui arrive d'un pays en guerre, inégalitaire ou avec des difficultés climatiques, qui puisse accéder à ce droit d'asile. Et puis l'autre chose pour laquelle nous nous battons et qui a été mis d'ailleurs à l'agenda européen, c'est la révision de la directive retour pour faciliter précisément les expulsions et puis le financement de ce qu'on appelle les hotspots à l'extérieur des frontières, c'est-à-dire faire en sorte que des centres d'accueil soient financés par l'Union européenne dans les pays de départ pour l'essentiel, ou les pays de transit, pour que les dossiers finalement de demande d'asile de ces personnes soient étudiés à l'extérieur de nos frontières, puissent être rejetés de fait pour l'essentiel comme c'est le cas, et qu'ensuite on facilite du coup le retour vers les pays de départ. Voilà brièvement ce que nous sommes allés défendre comme idée là-bas. Et alors, est-ce que vous pensez que c'est possible qu'il y ait un changement Je sais que récemment, l'Italie avait trouvé une solution en renvoyant des migrants en Albanie, mais avait été repris par la Cour des droits de l'homme. Alors, quelles sont les réelles solutions ? Pas tout à fait la Cour des droits de l'homme. En fait, ce sont des juges italiens qui se sont attaqués à cette décision. L'Italie souffre comme nous de ce qu'on appelle classiquement la dérive d'un gouvernement des juges, c'est-à-dire... ils ont droit aussi. Exactement, des tribunaux de première instance, d'appel ou des cours suprêmes qui, par l'interprétation extensive finalement du droit ou national ou européen, contraint de plus en plus le politique et va même probablement le plus souvent à l'encontre de la volonté populaire. Et donc là, ils ont estimé que cette décision était illégale, et donc Giorgia Meloni s'organise pour essayer de contourner cela et de faire en sorte de quand même
prendre les choses à bras-le-corps et avec des résultats significatifs. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que l'Italie a quand même un certain nombre d'atouts que nous n'avons pas. Ils n'ont pas le droit du sol. Donc de fait, les populations utilisent l'Italie comme pays de transit la plupart du temps, mais ne s'y installent pas durablement. Ils n'ont pas évidemment tous les avantages du guichet social qui est celui de la France. Il y a quelques aides qui existent, mais pas dans les mêmes proportions, pas avec les mêmes facilités. Ensuite, elles n'accordent des visas de travail qu'à des ressortissants de pays qui acceptent de reprendre leurs clandestins. Donc vous ne pouvez pas obtenir un visa de travail si vous venez d'un pays qui ne coopère pas pour les fameux laissez-passer consulaires qui permettent ensuite la récupération des clandestins. Donc voilà, ils se donnent les moyens quand même d'une exigence migratoire beaucoup plus importante que nous n'avons pas en France. Au passage, Marion, puisque nous parlons de l'Italie, est-ce que vous parlez italien ? Oui, je parle italien, mais j'ai un mérite relatif, puisque mon mari étant italien, c'est l'amour qui parle. Voilà, c'est joli, voilà. Je voulais évoquer, mais pas aussi joliment. Marion Maréchal, vous faites partie de la Commission des Affaires étrangères, mais aussi de la délégation en charge des relations avec les États-Unis. Quel sera votre rôle au cours de votre mandat sur ces deux volets et quel sera le rôle des élus ECR ? Oui, alors pour simplement réexpliquer exactement notre position au niveau européen, nous sommes quatre élus européens, donc de la délégation française de notre parti Identité Liberté. Nous siégeons, vous l'avez rappelé, au sein des conservateurs et réformistes européens. Ce groupe est également le groupe des Italiens de Fratelli d'Italia, de Giorgia Meloni notamment, que vous connaissez, mais également des Polonais du PiS, qui étaient aux affaires encore récemment et qui sont arrivés premiers d'ailleurs aux dernières élections législatives et qui n'ont pas accédé au pouvoir à cause d'une coalition complètement contre nature de l'intégralité des autres partis pour les empêcher de garder le pouvoir. Et nous avons également par exemple des Suédois, des Finlandais qui participent au gouvernement dans leur pays respectifs. Ça, je me permets de vous interrompre 2 secondes. Ça, c'est une force qu'a votre groupe que n'ont pas forcément les autres. C'est tout à fait. Nous avons 4 partis qui participent de gouvernement dans notre groupe, dans le cadre d'ailleurs toujours de coalition des droites. C'est intéressant parce que c'est une vraie leçon pour nous. Et c'est un groupe pivot, c'est-à-dire que c'est un groupe qui ne souffre pas du cordon sanitaire au niveau européen. Ça, c'est une vraie victoire pour nous. Énorme. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui des vice-présidents de Parlement. Mes 3 autres collègues de la délégation française ont des vice-présidents dans des délégations avec des pays étrangers. Ce groupe a également un questeur. Enfin, ça paraît, si vous voulez, anecdotique, mais ça ne l'est pas. Non, ça n'est pas du tout. Parce que le fait que des conservateurs comme nous, avec les idées que nous défendions, parce que dans ce groupe, évidemment, nous sommes pour la défense de la civilisation européenne, donc très engagés dans la lutte contre l'immigration, contre le wokisme, pour les libertés économiques, pour la souveraineté des États, contre justement le gouvernement des juges, pour une vraie subsidiarité européenne, donc des combats quand même que certains comme Ursula von der Leyen pourraient considérer comme politiquement incorrects, et malgré cela, c'est un groupe qui est respecté, qui est intégré et qui donc a un pouvoir d'influence. Nous arrivons ponctuellement, selon les sujets, à construire une majorité. Wow. Et des majorités avec, par exemple, le groupe dit de centre-droit du PPE, qui est aujourd'hui le groupe le plus important dans lequel se trouvent les LR, et donc nous arrivons à faire voter des amendements. Moi-même, j'ai pu en faire voter quelques-uns, voire à bloquer, des textes nuisibles venant de la gauche ou de l'extrême gauche. Donc ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a quand même aujourd'hui, ça c'est important que nos auditeurs le sachent, de quoi s'enthousiasmer, en tout cas s'enthousiasmer, à défaut de s'enthousiasmer, en tout cas de quoi espérer dans les évolutions politiques du Parlement européen, puisque la droite s'est renforcée, la droite souverainiste, que le rapport de force a donc été revu en faveur précisément des conservateurs comme nous, que le groupe de centre-droit aujourd'hui, très longtemps allié, et encore plus ou moins de fait avec les socialistes et les écologistes, de plus en plus préfère constituer des majorités avec la droite des conservateurs que nous sommes, plutôt qu'avec la gauche et l'extrême gauche, que donc de ce fait, nous avons bon espoir par exemple de réussir à bloquer ou très largement amender les fameux textes du Green Deal, vous savez, du pacte vert, qui veulent organiser la décroissance européenne avec un tsunami réglementaire. Là où c'était encore inimaginable il y a 10 ans, parce qu'il y a 10 ans, le magistère moral de la gauche, notamment de la gauche écolo-fanatique, dominait totalement ce Parlement. Le combat anti-woke aussi, nous parvenons à le faire vivre au Parlement européen. Donc les évolutions sont intéressantes. La commission qui a été élue il y a quelques jours, jamais dans l'histoire de l'Union européenne, une commission a été aussi mal élue. Ce qui montre bien d'ailleurs que les propositions d'Ursula von der Leyen faisaient assez peu l'unanimité au sein même de son propre groupe, donc elle est quand même très fragilisée. Et on voit bien d'ailleurs un renforcement
du pouvoir de l'Italie, puisque l'Italie a réussi à faire passer son commissaire conservateur, là où ça aurait été encore inimaginable il y a 10 ans. Et pour ce faire, eh bien, elle a réussi à l'imposer avec le PPE, donc le groupe de centre-droit, et malgré l'opposition, par exemple, de Raphaël Glucksmann, des socialistes et de l'extrême gauche. Donc voilà, il y a quand même des plaques tectoniques mouvantes au Parlement européen qui semblent aller plutôt dans le bon sens. Alors, Matteo, tu avais posé une question sur les États-Unis, relations avec les États-Unis. C'est cela, oui. Oui, pardon. En alors- effet, je suis dans la délégation. Il faut savoir qu'au Parlement européen, il y a ce qu'on appelle des délégations. Donc, c'est des espèces de groupes d'amitié entre l'Union Comme à l'Assemblée européenne, nationale, exactement, voilà. entre l'Union européenne et des pays étrangers. Et vous aviez choisi les États-Unis parce que vous pensiez que, ou pas? Oui. Ah oui, d'accord, Oui. déjà, génial. Oui. D'accord. Peut-être que je pêchais par optimisme, mais finalement Eh non. pas tant que ça. Ouais. Donc, Excellent. en effet, pour cette raison principalement, je suis aussi dans la délégation avec l'Inde, parce que je crois que c'est un pays très intéressant pour la France. Nous avons un partenariat, notamment sur le matériel de défense, Eh oui. très intéressant. C'est un pays qui est amené à compter énormément dans ce qu'on appelle maintenant le Sud global, et qui refuse, au moins en partie, de s'inscrire totalement dans cette lecture du monde Occident vs Sud global. Oui. Voilà, pour des raisons qui tiennent proprement à la Chine, parce qu'ils sont encerclés, pas proprement à l'Inde, qui sont encerclés Ouais. par la Chine. Donc leur concurrence avec la Chine les amène à avoir des relations privilégiées avec l'Europe, et je crois qu'il faut entretenir cela. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi également cela. Et quant aux États-Unis, le but, c'est évidemment de garder du lien avec aujourd'hui ce qui est en train d'advenir avec la réélection inattendue de Donald Trump, et finalement une forme Inattendu pour les médias et donc pas pour Marian. Non, pas pour en Marion tout cas, Maréchal. moi j'ai suivi cette campagne avec avidité, je Bien peux dire. sûr, oui. Et donc j'ai bien vu qu'il avait de bon espoir de l'emporter, même si c'est vrai que après l'affaire du Capitole, on est face quand même à une rédemption politique dont nous aurions quelques leçons à tirer, parce que le parcours est extraordinaire. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'à travers cela, on voit la victoire d'une contre-révolution anti-woke qui est très prometteuse pour nous, parce que c'est des combats que nous avons en commun. Les États-Unis, comme nous, souffrent d'une gangrène woke, islamo-gauchiste extrêmement avancée. On y retrouve tous les délires de la théorie du genre, du transactivisme, et on voit bien que Donald Trump a pris ces sujets à bras-le-corps et prend d'ores et déjà d'ailleurs des mesures drastiques, puisqu'il a d'ores et déjà annoncé qu'il n'y aurait plus aucun financement fédéral à l'égard d'un certain nombre d'institutions ou d'associations qui prôneraient, par exemple, le changement de sexe chez les jeunes gens mineurs. Voilà, et puis j'y vois un point de vigilance, parce que évidemment les États-Unis sont les États-Unis. D'ailleurs, ils n'ont jamais changé de doctrine, que ce soit les démocrates ou les républicains, mais ce sera probablement encore plus affirmé avec Donald Trump. C'est les intérêts américains d'abord, ce qui du point de vue américain est logique, mais la conséquence de cela, c'est qu'il faut s'attendre à ce qu'il y ait potentiellement un désinvestissement des États-Unis, notamment sur l'alliance atlantique relative à l'OTAN, l'alliance transatlantique relative à l'OTAN, et qui peut être l'occasion pour nous, à défaut de s'en plaindre, au contraire, d'y voir l'opportunité. De s'en réjouir. Exactement, d'une prise de conscience européenne, d'assurer nous-mêmes notre propre sécurité, et donc de faire en sorte que les nations européennes réinvestissent d'elles-mêmes dans leurs outils de défense souverains et respectifs, pourquoi pas dans d'ailleurs des cadres de coopération bien ciblés entre nous, mais que nous arrêtions pour l'essentiel de déléguer notre sécurité aux États-Unis. Et de la même manière, s'il s'avère, nous ne sommes pas la cible prioritaire des États-Unis, mais que les États-Unis, à travers Donald Trump, durcissent, ce qu'ils sont déjà en train de faire, les conditions d'accès à leur marché intérieur, notamment venant des produits chinois, on l'a vu avec le Canada également, eh bien, Et le Mexique. Et le Mexique, va s'en prendre là la où figure. nous sommes en train de négocier un traité de libre-échange avec le Mercosur, et donc c'est traité des pays d'Amérique latine, eh bien voyons-y là aussi, nous, l'opportunité peut-être de sortir d'une forme de naïveté commerciale, d'accepter que si nous avons des alliés, nous avons aussi des concurrents, que la plupart d'entre eux ne nous font pas de cadeaux, et que nous aussi, de ce point de vue, nous devrions arrêter de communier à cette idéologie du libre-échange généralisé, et être capable, là encore, de défendre nos intérêts là où c'est nécessaire, en particulier dans le domaine industriel et agricole. Marion Maréchal, je rebondis sur la question de nos étudiants de l'ICEP. Je me permets de replacer comme ça l'ICEP au passage. Est-ce que vous avez créé des liens déjà avec les équipes de Trump
Alors, Ou ça va venir? j'ai déjà un certain nombre de relations, puisque j'ai été amené à m'exprimer lors de la grande convention des Républicains il y a quelques années Oui, de très cela, qui juste. s'appelle le Oui, CIPAC. oui, Donc, oui, oui. je n'ai jamais cessé d'avoir des Ouais. relations. Mais là, j'ai prévu de toute façon un voyage prochainement aux États-Unis pour pouvoir notamment rencontrer et créer des liens avec la nouvelle équipe qui arrive, parce qu'il y a eu beaucoup de changements. Eh oui. Voilà, donc moi je crois que, sans naïveté, hein, parce qu'une fois de plus, moi je sais à quoi m'en tenir avec les États-Unis. Je trouve qu'il y a des choses très intéressantes dans le combat de Donald Trump dont il faut s'inspirer et sur lesquelles nous devons avoir des coopérations. Je n'oublie pas pour autant évidemment que les États-Unis sont un concurrent, et parfois un concurrent féroce et sans concession. Je ne communie pas toujours à leur position géopolitique, c'est le moins qu'on puisse dire, qui ne vont pas toujours dans les intérêts de l'Europe et de la France. Mais je crois pour autant que c'est un partenaire intéressant à travailler, et je crois que le camp national, c'est parfois trop interdit de créer des liens avec les États-Unis au nom de quelques dissensions, mais sur lesquelles il faut simplement être capable de faire la part des choses. Messieurs, Alors, je du vous coup, passe la parole. J'en profite que vous parliez justement donc des changements qu'il va y avoir du coup entre les relations entre l'Union européenne et la France, entre l'Union européenne et les États-Unis, je voulais dire. Alors du coup, il y aura fatalement un changement aussi entre les relations entre Paris et Washington. Quels sont les changements qui risquent d'apparaître avec du coup entre Paris et Washington au vu des prises de position de Macron, du gouvernement de M. Macron? S'il est encore là. Écoutez, S'il moi est encore là. Je parle de Macron. je suis désespéré de vous dire cela, hein, mais le problème de la France aujourd'hui, c'est qu'elle est quasiment hors champ. C'est-à-dire que nous sommes, je ne vais pas vous l'apprendre, hein, nous avons un président très largement décrédibilisé sur la question internationale, hein, les multiples revirements sur la question israélo-palestinienne, par exemple sur le conflit russo-ukrainien, l'humiliation subie sur l'affaire, vous savez, de la vente des sous-marins en Australie, Ouais. l'éviction de la France de l'Afrique francophone. Et encore récemment, vous avez vu tout Oui, sa récemment déclaration, franchement. oui, et puis la rupture là, toute Oui, récente, oui, hein, qui avec date le Sénégal, d'hier, avec le le Tchad. Le Et- Tchad. Et Et il n'y a pas le Sénégal aussi? alors, j'ai pas sur mon le Tchad, téléphone. il y a la rupture en fait Ouais, d'un accord ouais. de défense qui datait maintenant de plusieurs années, dans lequel nous sommes gentiment remerciés, hein, et amenés à retourner chez nous. Donc sur la question internationale, le président de la République a largement affaibli la voix de la France, qui est d'ailleurs un corollaire de l'effondrement de notre armée et de notre crédibilité militaire, hein, parce que ne sont entendus dans le monde que les pays qui sont crédibles sur le plan militaire et crédibles sur le plan économique. Bon, je ne sais pas à vous que je vais apprendre que nous avons malheureusement perdu la crédibilité sur les deux aspects. Et ça est évidemment dramatique, pas seulement d'ailleurs vis-à-vis des États-Unis, mais au sein même de l'Europe, hein. Moi, je vous l'annonce, je vois aujourd'hui un nouveau leadership italien en train de s'installer en Europe. Alors, bénéfique sur un certain nombre d'idées, mais regrettable si on s'en tient au leadership que nous aimerions avoir au niveau français. Et il est probable d'ailleurs que dans les années à venir, ce qu'on appelle le couple traditionnel franco-allemand, enfin couple dans lequel l'un des deux couche quand même tous les soirs dehors, mais enfin bon, je parle de l'Allemagne bien évidemment, voir un nouveau leadership italo-polonais s'installer. Mhm. Parce que la Pologne également Ah oui, est un très pays juste, qui est en bien train sûr. d'exploser sur Ouais. le plan démographique, d'exploser sur le plan économique, qui prend un pouvoir d'influence important, que l'Allemagne en parallèle étant bien qu'évidemment en meilleure situation budgétaire et dans une Au meilleure niveau politique, condition, moyen. voilà, mais exactement, Voilà. une instabilité et puis surtout Ouais. une économie qui se porte en ce moment très mal, souffrant énormément des questions énergétiques notamment et des sanctions relatives à la Russie. Et donc on voit aujourd'hui un effacement de la France, et pour moi l'une des manifestations les plus criantes de cet effacement, c'est le choix dramatique d'Emmanuel Macron de prendre Stéphane Séjourné comme Ah oui, commissaire ouais, européen ouais. représentant de la France. Stéphane Séjourné, que j'ai eu l'occasion d'auditionner pendant 3 heures au Parlement européen, prestation objectivement lamentable, voilà, parce que nous sommes face à un homme, alors sympathique au demeurant humainement, mais enfin qui n'a aucune espèce de compétence pour animer ce portefeuille qui est le sien, qui est celui de la stratégie industrielle européenne et de la prospérité européenne. J'avais travaillé dans le privé, encore moins dans le monde industriel. On peut pas dire qu'il ait fait des étincelles lors de son passage au ministère des Affaires étrangères. Et voilà, il est le dernier caprice d'un président aux abois. Et de ce point de vue-là, tout le monde l'a compris en Europe. Et donc, il y a peu de chances qu'il réussisse à faire le poids face aux autres commissaires qui ont été proposés par d'autres pays. Voilà, donc malheureusement,
je crains que, en tout cas jusqu'à ce que nous ayons, je l'espère, à un moment donné, changé de situation politique, la voix de la France soit en difficulté vis-à-vis de cette nouvelle donne géopolitique. Vous parlez donc d'Emmanuel Macron, de la France. Passons maintenant à la scène politique française, riche en actualité. L'arrestation en Algérie de l'écrivain Boualem Sansal, vous avez proposé un échange de prisonniers entre l'Algérie j'ai et la vu ça. France. Mais vous croyez Et, vraiment qu'ils veulent à mon avis, ils veulent qu'on les garde? et selon vous, quelle doit être la position de la France vis-à-vis du pouvoir algérien, d'Alger, à la fois sur le dossier Sansal, mais aussi plus généralement sur la crise migratoire? Oula, Écoutez, je vais pas vous surprendre, hein. Moi, non. je suis une adepte depuis longtemps d'une politique de fermeté à l'égard de l'Algérie. Je veux dire, on voit bien d'ailleurs que depuis des décennies, ce n'a pas été le choix de nos gouvernants. Nos gouvernants ont préféré en permanence l'apaisement, les signaux positifs, la Renonciation. Oui, repentance, voilà, c'est exactement. ça, repentance, La incroyable. repentance, la soumission. On a vu encore récemment Emmanuel Macron aller fleurir la tombe d'un Oui. cadre du FLN. Voilà, Incroyable. communier à leur réécriture historique de la guerre d'Algérie. Voilà, jamais sur la table n'a été mis, par exemple, la remise en cause des accords franco-algériens, qui sont des accords dérogatoires au droit commun en matière migratoire et qui sont beaucoup plus favorables aux Algériens et qui aujourd'hui ne se justifient plus en aucune Aucunement. façon. Mhm. Sachant que pour aller en Algérie, je vous le dis, vous et moi, on doit demander un visa. Oui. Voilà. Donc en plus, ça n'est même pas, Il n'y a pas de réciprocité. ça n'est même pas réciproque, exactement. Donc l'affaire Boualem Sansal finalement est l'ultime démonstration des dérives d'un régime autoritaire. Qui confine à la paranoïa, hein. C'est assez édifiant. Il suffit de regarder ce qui s'est dit sur la télévision d'État algérienne, hein, sur cette affaire, où il parle d'un gouvernement français macrono-sioniste. On voit d'ailleurs que voilà, les sous-entendus antisémites ne sont jamais très loin, et un gouvernement en fait qui depuis des décennies, pour pallier à sa médiocrité, à son incompétence, utilise le bouc émissaire de la France et de la colonisation française comme explication à tous ces malheurs. Ouais. Voilà, donc moi je crois que, en l'occurrence, nous sommes concernés par l'affaire Boualem Sansal pour une raison simple, c'est que Boualem Sansal, d'une part, a obtenu la nationalité française depuis peu, donc c'est un ressortissant français, donc la diplomatie française doit s'activer, y compris jusqu'à aller avec des sanctions économiques ou diplomatiques ou en matière migratoire. Je rappelle que pour l'essentiel, ces dirigeants qui nous crachent au visage matin, midi et soir, jusqu'à rajouter, il y a quelques années de cela, un refrain... Ah oui, voilà, exactement, bien sûr, à leur hymne. Exactement. Choquant, oui. À reprendre un refrain. Oui. Exactement. Ouais. À reprendre un refrain anti-français dans leur hymne national. Continue pour autant de venir s'éduquer en France, se soigner en France et bénéficier de toutes les largesses de la France. Donc je crois qu'il faut mettre fin à cela, y compris au visa diplomatique. En premier lieu, pourquoi pas s'attaquer également à la question des transferts financiers de l'Algérie vers la France, qui sont considérables, parce qu'au-delà de ça, Boualem Sansal est un homme sur le fond qui a fait preuve d'un extrême courage. Ça fait des décennies maintenant qu'il dénonce précisément les dérives autoritaires d'Alger et qu'il lutte contre également l'islamisme en France et en Europe. Donc pour ces deux raisons, je crois qu'il est essentiel que nous nous mobilisions, mais je ne suis pas très optimiste parce que la France, me semble-t-il, craint le rapport de force. Voilà, et tant qu'elle le craindra, elle n'obtiendra pas grand-chose puisque les Algériens usent et abusent de cette situation. D'ailleurs, Emmanuel Macron n'est pas le seul à ne pas parler de cette situation. On a vu souvent les cadres de LFI un peu paniquer lorsqu'on leur parlait de Boualem Sansal. Il y a eu une quasi-absence des réactions d'ailleurs de leur côté. Et au lieu de ça, ils ont proposé une nouvelle loi sur la suppression du délit d'apologie du terrorisme qui a été déposée par l'élu Hugo Bernalicis. Alors, quelle est votre réaction par rapport à cette proposition de loi et l'absence de LFI dans les réactions pour Boualem Sansal? Bon, il n'y a pas que LFI. Imaginez quand même que la ministre de la Culture, Rachida Dati, a mis une semaine avant de réagir. Wow. Une semaine avant de réagir. Hein. Donc ça en dit long aujourd'hui sur le malaise du gouvernement vis-à-vis de cela. On a vu également des situations scandaleuses sur le service public français, payé avec les impôts des Français. Je crois que c'est sur France 5, si je ne dis pas de bêtises, où on avait donc c'est dans l'air, je crois. C'est dans l'air, alors c'est ça. Une émission
dans lequel était invité je ne sais qui d'ailleurs, sur cette affaire Boualem-Sansal, où en fait, je dirais même pas à demi-mot, mais de façon complètement décomplexée, on avait des personnes qui, sans être repris aucunement par ces journalistes du service public, expliquaient au fond que voilà, Boualem-Sansal était quand même plus ou moins un néo-fasciste, et que, de leur point de vue évidemment, et que donc, à certains égards, c'était quand même un peu mérité. Voilà, ça méritait pas tant d'indignation. Donc on retrouve cette immoralité totale de la gauche, capable d'une indignation à géométrie variable selon les personnes en face d'eux. Voilà, nous on aurait imaginé un consensus sur le fait de défendre un écrivain, un intellectuel qui, en l'occurrence, risque de mourir en prison simplement pour ses idées, pour ses idées politiques, ou simplement l'expression artistique de son écriture. Donc c'est vrai que c'est absolument édifiant, ce qui me conforte d'ailleurs dans mon souhait inébranlable de privatiser l'essentiel du service public français audiovisuel, j'entends. Parce que voilà, quand on voit ce genre de choses, on comprend aujourd'hui qu'on est face quand même à un petit entre-soi de gauche qui est complètement déconnecté des réalités de la vie des Français. Voilà. Et quand on sait que ça coûte 4 milliards d'euros par an et qu'on cherche des économies, je crois que ce serait légitime qu'on s'y penche. Bon, en ce qui concerne les filles, on n'est pas surpris. Voilà. Et les filles, aujourd'hui, a fait un choix... D'ailleurs, cette proposition de loi que vous évoquez, on est l'une des énièmes démonstrations, a fait, je vais le dire un peu crûment, une forme de choix ethnopolitique. Voilà. Aujourd'hui, ils considèrent, et leurs élus en sont la démonstration, qu'ils doivent avant tout parler à un électorat immigré musulman comme vivier principal de leurs élus, de leur électorat, et à ce point-là, il faut envoyer des signaux, et qu'envoyer le signal de la défense de Boualem-Sansal, critique de l'islamisation de la nation française, critique de l'islamisme et critique d'Alger, eh bien, c'est se mettre à dos cet électorat. C'est le même sujet quand ils refusent de participer à la marche contre l'antisémitisme. C'est le même sujet lorsqu'ils font l'intégralité, j'en ai été la témoin privilégiée, de leur campagne des européennes sur le conflit israélo-palestinien, comme si Gaza était au cœur de l'Europe, parce qu'ils savent que c'est un moteur de vote électoral pour une partie des populations musulmanes en France, et qui se la sentent petite plus proches, Versailles aussi, exactement, qui se sentent plus proches des populations de la cause palestinienne que des Français de confession juive qui sont censés être leurs compatriotes. Voilà, donc mais là où c'est un cran supplémentaire, c'est que l'islamo-gauchisme existe depuis un moment quand même. Mais on va dire que c'était... Il y avait une forme de dissimulation, de discrétion. Là, maintenant, c'est assez assumé, c'est revendiqué, c'est grossier. Provocation, même. Voilà, c'est outrancier et c'est immonde. Enfin, pour refermer cette page politique intérieure, nous aimerions avoir votre avis sur les réquisitions du parquet contre Marine Le Pen dans l'affaire des attachés parlementaires. Alors, selon vous, délit de démocratie et dictature des juges, ou bien tout simplement justice républicaine? Alors, pour vous répondre là-dessus, j'attendrai le jugement final fin mars. J'espère en effet que le juge ne suivra pas les réquisitions du procureur, qui sont aberrantes. Du procureur, voilà, mais le procureur, qui est pas totalement, vous le savez, comment dire, délié du pouvoir et de l'État. Donc on va dire que, mais c'est vrai que les réquisitions sont en tant que telles déjà scandaleuses. On parle quand même, en ce qui concerne Marine Le Pen, de 5 ans de prison, dont 2 ans ferme aménageables, ça veut dire bracelet électronique, de plusieurs centaines de milliers d'euros d'amende personnelle, de dommages et intérêts, et puis d'une inéligibilité potentiellement avec exécution immédiate, donc qui l'empêcherait de se présenter en 2027 si tout cela était confirmé, pour une affaire dont je rappelle qu'il n'y a eu aucun enrichissement personnel. Les élus du Rassemblement national n'ont pas touché d'argent. Voilà, il s'agit de savoir la façon, les attributions qu'on peut donner à ces assistants parlementaires. Je ne reviens pas sur le fond de l'affaire, mais oui. Pardon, est-ce que stratégiquement, c'est extrêmement mal joué de la part du pouvoir en place? Parce que finalement, ça peut pousser Marine Le Pen à faire basculer l'Assemblée, à faire tomber le gouvernement. Si le gouvernement tombe, il n'y aura pas d'autre solution que pour Macron, éventuellement, d'être obligé de donner sa démission. Écoutez, je sais pas. Et là, des élections présidentielles anticipées. Je ne sais pas si derrière les juges réfléchissent vraiment. Non, disons que dans ces affaires-là, on ne sait jamais. Est-ce que il peut y avoir des ailes de la magistrature qui elles-mêmes, parfois, sans vouloir forcément plaire au pouvoir, à ses propres idées politiques, et parfois on fait la démonstration. Donc, bon, je ne vais pas m'amuser à spéculer. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que
Si les réquisitions du procureur étaient suivies et que donc l'intégralité des élus concernés était inéligible avec tout ce qui va autour, on serait face de fait à une décapitation. On fait une révolution, C'est enfin, une c'est pas possible. décapitation C'est pas de possible. l'opposition. Mais même un certain nombre d'opposants ont reconnu qu'il y avait un abus considérable de la part du procureur. Je suis d'accord avec vous. Maintenant, c'est vrai que ça pose plus largement la question. Mais on va trop loin. De même, la pertinence, en tout cas de la légitimité de cette sanction de l'inéligibilité. Bien sûr. C'est-à-dire que moi, je crois, je plaide pour ça, pour que la sanction d'inéligibilité n'existe plus dans le droit. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire du tout qu'un élu est au-dessus des lois. Attention, Oui. un élu doit pouvoir être condamné quand il est coupable, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence pour le Rassemblement national, mais quand il est coupable, il doit pouvoir être condamné à des amendes, à des dommages et intérêts, voire à de la prison si c'est pour des choses très graves. Mais l'inéligibilité, je crois que ça n'est pas au juge d'en décider, parce que ça donne un pouvoir, si vous voulez, d'influence sur la politique, qui est un problème. C'est à l'électeur de décider s'il donne sa confiance ou pas à un candidat, s'il veut poursuivre un mandat ou y mettre fin. Et je crois que le juge n'a pas à s'immiscer là-dedans par principe. Par exemple, en Suisse, il n'y a pas de sanction d'inéligibilité. Je pense que c'est plus sain, et ça évite justement toutes les spéculations potentiellement politiques autour de ça. Mais une fois de plus, je veux dire, dans l'affaire François Fillon, c'est incroyable. C'était pas mon candidat à l'époque, mais enfin, ce sont les juges qui ont décidé que cet homme donc ne pourrait pas être président de la République, voilà, avec une célérité du calendrier de la justice qu'on n'a jamais vu ailleurs. Bon, donc voilà, tout ça quand même participe d'une ambiance, d'une suspicion, mais c'est vrai qu'il y a de quoi être inquiet parce que les réquisitions sont très très lourdes. C'est sûr que là, on serait réellement ça serait réellement un problème démocratique. Oui, c'est pour ça que je parlais de révolution tout à l'heure. Ça veut dire que c'est empêché aujourd'hui l'une des candidates présidentiables et très bien placée dans les sondages de pouvoir se présenter, bien sûr. Mais je vous dis, si on arrivait à cela, ce serait vraiment objectivement une œuvre de décapitation de l'opposition. Donc j'ai quand même bon espoir que dans ce pays, on ait encore quand même un peu de décence et un peu de lucidité, y compris jusque dans la magistrature. Donc voilà, affaire à suivre, mais il y a de quoi en être inquiet. Oui. Alors, si vous me permettez, moi j'ai une petite question. Quels sont vos rapports justement, puisque nous avons parlé de Marine Le Pen, quels sont vos rapports avec vos collègues du Rassemblement national européen ? Alors bon, mais y compris au niveau national d'ailleurs, parce que sachez que moi j'ai à mes côtés trois eurodéputés, mais également 3 députés nationaux qui ont été élus dans le cadre d'une alliance avec le Rassemblement national et Éric Ciotti aux élections législatives, qui sont Thibaut Monnier, Dick Casterman et Anne Sicard, et qui siègent comme apparentés au groupe RN. Ça commence fort pour un parti politique qui vient d'être créé, c'est quand même costaud. On n'est pas malheureux, en tout cas on a de quoi en effet aujourd'hui porter la voix qui est la nôtre, c'est-à-dire une voix identitaire, libérale et conservatrice à l'Assemblée nationale comme au Parlement européen, mais dans le cadre de coalition avec nos partenaires du camp national. Parce que moi, je continue, me suis toujours battu pour l'union du camp national, l'union des droites depuis toujours. Donc je suis heureuse quand je peux la mettre en œuvre. Et donc les rapports sont bons, sont constructifs et ça se passe bien. Et on vote d'ailleurs au Parlement européen. C'est pour ça que moi, pendant les élections européennes, je refusais de prendre comme cible prioritaire Jordan Bardella, parce que je savais que ce que nous faisons aujourd'hui au Parlement européen, nous serions amenés à voter des choses ensemble, défendre des textes ensemble, et c'est ce que nous faisons, même sans être dans le même groupe. Mais c'est ce qui vous a différencié, pour le rappeler, voilà. En effet, Éric Zemmour, puisque ça fait partie des choses qui nous ont, des accords politiques qui ont abouti à une rupture à l'issue. Et donc, comme vous venez d'en parler, vous avez parlé des députés Anne Sicard, Dick Casterman et Thibaut Monnier, qui font partie de votre parti, du coup, Identité Liberté. Et donc, vous venez de le lancer en France. Pourquoi ce choix de créer votre propre structure politique ? Quel est votre objectif ? Et est-ce que vous ne pensez pas que l'apparition d'un nouveau parti risque de brouiller un peu plus les cartes à droite entre le RN, Reconquête, les Républicains, UDR, Debout la France ? Il y en a qui sont amenés à disparaître. À l'avenir, les électeurs choisiront. C'est pas très gentil ce que je viens de dire, mais il y en a quand même 2 qui sont amenés à disparaître. Écoutez, moi c'est très simple. Pour aller rapidement sur... vous le savez, j'ai été candidate aux élections européennes. À l'issue de ça, donc, on a obtenu en effet des élus. Est arrivée la dissolution qui a balayé les élections européennes en quelques secondes. À partir de là, il a fallu faire un choix très rapide entre soutenir la coalition RN-Ciotti ou partir avec des candidats Reconquête à part. Vous l'avez constaté, moi j'ai fait le choix
soutenir la coalition RN-Ciotti, parce que face à la menace que représentait la NUPES, je n'ai pas voulu porter la responsabilité historique de Bien sûr. pouvoir coûter les quelques députés qui auraient pu coûter la majorité. Oui. Et à l'inverse, Éric Zemmour a fait le choix de présenter des candidats partout où c'était possible face à cela. Dans cette démarche, 82% des électeurs de Reconquête qui avaient voté pour notre liste m'ont suivi. Donc j'ai pas le sentiment d'avoir été complètement à côté de la plaque. Maintenant, à l'issue de Moi, ça... je pense qu'Éric Zemmour était plus suivi grâce à vous qu'autre chose. Écoutez, ça, je vous en remercie de le penser. On ne pourra jamais le discerner. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, à l'issue de ça, moi, j'avais deux options, puisque Éric Zemmour m'a exclu de Reconquête, avec d'ailleurs Guillaume Pelletier et Nicolas Bay, les deux autres vice-présidents de Reconquête. Et donc, soit je faisais mon mandat européen le plus sérieusement possible, d'ailleurs, comme je le fais aujourd'hui, mais dans mon coin, voilà. Soit je tâchais de faire en sorte que ce capital politique qui est le nôtre, donc ces élus, cette expérience respective qui est la nôtre, cette influence quand même dans le débat public, servent la cause commune du camp national. Et donc c'est ce que je souhaite faire aujourd'hui avec Identité Liberté. C'est pas juste un parti en plus qui fait concurrence aux autres, pas du tout. Ça se veut une nouvelle pièce d'un ensemble qui justement souhaite parler à des gens auxquels le Rassemblement national ne parle pas ou parle moins. Je pense notamment à ces 50% de LR ou ces 50% même de macronistes qui se sont abstenus au moment des élections législatives, des gens qui n'ont pas fait barrage, qui ont refusé de faire le jeu du Front républicain, mais qui pour autant n'ont pas franchi le pas. Eh bien, je crois que nous avons des choses à leur dire parce que nous n'avons pas aujourd'hui tout à fait les mêmes positions que le Rassemblement national, par exemple, sur les questions économiques, parfois sur les questions géopolitiques et sur d'autres, la question institutionnelle. Et donc, cette complémentarité nous permet, je crois, de pouvoir espérer obtenir les 50 plus 1 la fois suivante. Moi, j'y crois beaucoup et c'est tout l'objet d'Identité Liberté, et ce, dès les élections municipales. Notre but, par exemple, aux élections municipales, c'est pas de partir dans notre coin, c'est de construire justement des listes de rassemblement partout où c'est possible pour qu'il puisse y avoir représenté le parti UDR, le parti du RN, le parti d'Identité Liberté, et que chacun, avec notre complémentarité, nous arrivions à rassembler un maximum de Français. Donc je m'inscris dans cette logique-là, avec pour seul objectif, qui a toujours été le mien, de faire en sorte que les idées auxquelles je crois, qui n'ont pas changé depuis que je suis rentrée en politique à 22 ans, je les défendais déjà en l'état quand j'étais au Rassemblement national, et le plus d'influence et le plus d'audience possible dans le débat public. Et moi, je suis convaincue que je ne suis pas là pour me faire plaisir. Je sais, j'ai 2 petites filles, je sais ce qui se joue pour elles dans les années à venir. Je sais qu'on a encore quelques années devant nous pour pouvoir éventuellement inverser la tendance. Et donc, je crois qu'il faut jeter toutes nos forces dans la bataille, et c'est l'objet d'Identité Liberté. Vous avez parlé des municipales. Est-ce que vous serez sur une liste? Est-ce que vous allez Écoutez, pour l'instant, ça n'est pas encore décidé, mais ça n'est pas exclu. D'accord, Voilà. Plutôt dans le sud? Je ne vous en dirai rien pour l'instant, c'est un peu tôt, vous me réinviterez. Okay. Ah, avec un grand plaisir. Justement, vous parlez de l'union des droites. Quel blocage reste-t-il encore à surmonter pour encore élargir ce camp de la droite que vous appelez de vos voeux? Dans un monde idéal, moi, vous savez, d'ailleurs, je m'en cache pas, puisque je l'avais exprimé publiquement, je souhaiterais que ce rassemblement puisse aller, y compris jusqu'à des profils comme Nicolas Dupont-Aignan, mais même plus largement que ça, je ne désespère pas qu'un jour on arrache aussi encore une partie des Républicains qui n'ont pas franchi le pas. Enfin, moi, je vais vous dire, le fait que Bruno Retailleau soit aujourd'hui ministre d'un gouvernement centriste est un échec pour moi. Je considère que Bruno Retailleau, avec les combats qui sont les siens depuis des décennies, devraient être avec le camp national. Bien sûr. Voilà. Donc, toute la question est de savoir comment nous travaillons pour faire en sorte que précisément ce genre de profil et de personnalité, demain, fasse le choix de gouverner avec nous, plutôt qu'avec un gouvernement centriste qui ne lui ressemble pas. Qui ne lui ressemble pas, et surtout qui, à l'issue, en réalité, ne lui donnera aucunement les marges de manœuvre pour pouvoir faire ce qu'il annonce. Donc c'est probablement des convictions gâchées, voilà, des convictions gâchées pour aller voilà. Moi, je travaille, mais vous savez, par le Parlement européen, je vous l'ai dit, je travaille également avec le groupe de François-Xavier Bellamy. On vote des choses ensemble, je veux dire, on discute. Moi, je n'ai pas changé de ce point de vue-là. Je suis pas du tout sectaire sur le plan partisan. Je pense qu'on a besoin de toutes les bonnes volontés. Donc, l'idée est d'arriver aux prochaines législatives, qu'elles soient anticipées ou pas, avec justement une coalition qui soit encore plus structurée que celle qui a été faite, mais c'est pas de la faute du RN d'ailleurs, mais un peu en catastrophe du fait des circonstances la fois dernière. Alors, Marion Maréchal, pour entamer la conclusion de cet entretien, on voulait aborder un aspect plus personnel dans cette interview.
Et donc, on voulait vous poser des questions un peu plus proches, disons. Vous êtes, donc pour de nombreux Français, un exemple d'engagement et de courage. Vous êtes une figure publique, mais aussi une mère de famille, comme vous l'avez expliqué un tout petit peu avant. Comment faites-vous la part des choses entre ce rôle de mère et votre rôle public? On arrive à avoir une vie de famille quand même encore. Non, mais c'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse en réalité. Écoutez, je me suis quand même dit, à l'issue de ces élections européennes, on s'est regardé avec mon mari Vincenzo, qui lui-même était candidat aux européennes en Italie au même moment. Je dis non, mais là, on ne fera plus ça. C'est fini. D'accord. Je ne sais pas, on a fait n'importe quoi. Nous ne ferons plus ça. Donc, non, mais c'est pas évident. Je me console parfois avec cette phrase en me disant, vous savez que tout le temps que je ne passe pas avec mes filles, c'est malgré tout du temps politique que je dépense pour elles. Voilà, maintenant, c'est joli ça. vrai que très beau. Ouais. je suis moins disponible probablement que certaines autres mamans. J'essaye malgré tout de ne pas sacrifier ma petite nation, parce que si on ne sait pas s'occuper correctement de sa petite nation, on peut difficilement s'occuper bien de la grande. Donc voilà, on trouve un équilibre. Et puis j'ai dû tordre un peu le bras au machisme de mon mari italien, qui du coup prend sa part. Je l'ai pas trouvé très machiste, Mais moi. je ne l'ai pas J'ai eu la chance déconstruit. de Je le peux vous dire que rencontrer, là, j'ai pas trouvé. Ah non, il est pas déconstruit. indéconstructible. Ouais. Mais en revanche, évidemment, on trouve un équilibre. Je suis Voilà. surpris de ce Non, mais terme. je le taquine. Je le taquine. Mais alors, évidemment. sans indiscrétion, vous vivez où alors? La base de la famille, elle est où? Moi, je vis en région parisienne. J'ai vécu pendant longtemps, comme vous le savez, dans le sud, en Vaucluse. Oui. J'ai partagé mon temps entre Lyon et Paris quand j'ai dirigé l'ICEP. Et maintenant, je suis en région parisienne, en oscillant entre Bruxelles, Strasbourg et parfois l'Italie. Chez mes beaux-parents. Bien sûr. Voilà, absolument. Exactement. C'est l'Europe, finalement. Oui. Voilà. Vous parlez donc de politique, mais qu'est-ce qui vous a amené à vous lancer en politique? Vous savez, Ouais. l'histoire commence à dater et à être un peu connue, mais bon, mon parcours est un peu particulier, puisque moi, je suis partie à la demande de Jean-Marie Le Pen. Voilà, on vous a poussé, un peu forcé la main. Oui, on peut le dire un peu comme ça, affectueusement, mais en fait, j'étais simple militante au Front National à l'époque. Sans ambition d'affichage particulier. Et c'est vrai qu'au moment des élections législatives de 2012, j'avais 22 ans, j'étais encore étudiante en droit, donc j'étais très loin d'imaginer pouvoir me présenter à l'élection de la députation. Et puis mon grand-père a beaucoup insisté, pour dire ça poliment, pour me demander une singulière mission d'aller laver l'honneur du nom Le Pen à Carpentras, en Vaucluse, suite à une affaire que vous êtes beaucoup trop jeune pour connaître, mais sachez que voilà, dans les années 90, il y a eu la profanation d'un cimetière israélite à Carpentras, une affaire sordide. Pauvre monsieur Germont, dont le corps a été exhumé et humilié, et que cette affaire a été instrumentalisée par le pouvoir socialiste en place pour diaboliser le nom Le Pen et le Front National. Alors qu'il s'avéra des années après qu'en fait les énergumènes en question n'avaient rien à voir avec le Front National. Bon. Et c'est vrai que du coup, cette affaire est restée très lourdement dans l'inconscient collectif et a largement contribué à diaboliser le mouvement. Et donc c'est vrai que voilà, il m'avait demandé d'aller laver l'honneur, et je suis partie laver l'honneur, tenter de laver l'honneur dans cette circonscription. Et rappelons que vous avez été la plus jeune élue de l'Assemblée nationale. Oui, j'étais la plus jeune à l'époque. J'étais d'ailleurs à l'époque la plus jeune de toute l'histoire de la Ve République. Mais depuis, il me semble que le record a été battu par, ce qui ne me fait pas spécialement plaisir, par un jeune indépendantiste polynésien soutenu par le LFI. Par le LFI, exactement. Ouais. Voilà. Donc bon, écoutez. Ce sera à vous, les étudiants de l'ICEP, maintenant de battre ce nouveau record. C'est joli, très bien. Nous verrons dans les prochaines années. Dépêchez-vous, là, les gars. Pour conclure cette interview, si en face de vous, vous aviez la possibilité de remonter le temps et donc de parler à la jeune Marion Maréchal avant qu'elle ne se lance en politique, que lui diriez-vous? Quel conseil pour ne pas abandonner et continuer le combat? C'est mignon, ça. Oui. Et puis là, ça me demande une vaste introspection existentielle. Mais on a un beau binot à passer, si vous voulez. Oui, il nous reste que quelques minutes. Non, je lui dirais. Non, c'est pour pouvoir réfléchir, c'est ça que je voulais dire. C'est ça. Je lui dirais bon courage. Bonne chance, c'est ça. Bon courage, je lui dirais bon courage. Et puis, vous savez. Il y a une phrase de Raspail que j'ai en tête, qui dit la politique, c'est l'homme face aux événements. Et
finalement, moi, dans mon parcours politique, tout ce que j'ai toujours essayé de faire, alors parfois pas toujours bien, parfois maladroitement, pas toujours clairement, c'est d'être à la hauteur au jour le jour des événements. Voilà, je pense que on a depuis longtemps, en ce qui me concerne et tous ceux qui m'entourent, une conscience aiguë de ce qui est en train de nous arriver. Et donc, voilà, je lui dirais à cette jeune Marion, tâche d'être toujours à la hauteur des événements, dans la mesure de ce que tu peux offrir. Et voilà, bon, il y a 2-3 petits trucs peut-être que je referai pas exactement de la même manière, mais bon, j'ai pas de regrets dans l'ensemble. J'espère avoir été fidèle à ce que je continue de croire. Et puis, c'est l'avenir qui nous jugera. Voilà. Aujourd'hui, le résultat est quand même joli. Bon, écoutez, c'est gentil. Un parti politique créé, des élus européens, des élus nationaux. Il nous manque le Sénat et puis les municipales arrivent prochainement, donc nous sommes confiants. Vous avez raison de voir les choses comme ça, bien sûr, même si on a toujours envie d'aller voir plus vite et mieux, évidemment. Mais écoutez, moi je suis optimiste, je suis convaincu que voilà, l'histoire n'est pas finie et qu'aux prochaines présidentielles et législatives, on peut faire quelque chose si tant est qu'on soit rassemblés. Et De Gaulle a toujours dit que l'histoire s'écrit par la minorité. Exactement, les minorités agissantes. Agissantes. Voilà. Et là, et nous agissons. Ça agit, oui, c'est pas qu'on puisse dire. Voilà. Merci Marion Maréchal d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci Laurent. Ils auront des bonnes notes ou pas, Marion? Non, ne laissez pas entendre quand même que je juge nos étudiants à partir de cela. Pardon. Nous vous invitons à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, X, TikTok et sur notre page YouTube. Bonne soirée à tous. Bravo les gars, bravo à l'ICEP. Voilà, merci à vous. Merci Marion, Merci à vous, ce fut Laurent. un moment très agréable, c'était un vrai plaisir de vous retrouver. Partagez. Et donc, alors évidemment, à la radio, on dit toujours ça, à la télévision, vous êtes ici chez vous, mais moi je reprends une date, il y a les municipales, il va falloir en parler, il va falloir, je me doute que vous allez sans doute soutenir, appuyer, encourager les listes, donc avec un grand plaisir. Eh bien écoutez, date est prise. Voilà, et puis je crois que, à mon avis, on risque d'avoir quelques surprises au niveau national. J'y crois aussi, en effet. Voilà. Merci beaucoup, chers auditeurs, et à très bientôt.